Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, auditrices et auditeurs de la RPA, ce rendez-vous d'information de ce vendredi 2 juin 2023, dont voici les grands titres. Les mauvaises conditions de vie et de travail sont entre autres les causes à l'origine du départ des médecins burundais vers l'étranger. Vous allez écouter dans cette édition professeur Libéran Hiroshirakan. Au sommaire également, certains agents de la police nationale sont pointés du doigt dans différents cas de crimes qui se commettent au Burundi, dont le vol à main armée. Plus de 2 300 000 Burundais sont dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë depuis avril dernier et la situation pourrait aller jusqu'en septembre cette année, selon l'analyse de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire IPC. Voilà pour les titres. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme et les autorités judiciaires et policières devraient se rappeler qu'un détenu a le même droit de se faire soigner comme tout autre humain. Propos du président de l'association volontaire des droits des prisonniers, AVDP en sigle, suite au cas de la journaliste Floriane Irangabiye, à qui l'on a refusé d'aller se faire soigner en dehors de la prison centrale de Muyinga, alors que sa santé s'était détériorée depuis plusieurs jours. Étant donné que les conditions d'incarcération ne favorisent pas la santé des détenus souffrant de maladies chroniques, Jean Nayabagabo demande au gouvernement que ce groupe de détenus soit relaxé, vu que les prisons sont tellement surpeuplées. Suivez Jean Nayabagabo, président de l'association AVDP. Ishirahamwe AVDP riharanira agateka kazina muntu muri rusangi na cane cane akabapfunzwe mu karere kagizwe n'intara z'uburaruko useruko nizo hagati mu gihugu rimenyesha ko L'association AVDP, qui défend les droits humains en général et en particulier ceux des prisonniers dans la région nord, est et centre du pays, fait savoir qu'elle suit de près la santé de la journaliste Floriane Irangabiye, détenue dans la prison centrale de Muyinga, comme elle le fait aussi pour les autres prisonniers souffrant des maladies chroniques détenus dans les différentes prisons se trouvant dans cette région. Ainsi, la VDP est reconnaissante de voir que tous les concernés ont donné l'autorisation à Floriane Irangabiye d'aller se faire soigner, même s'il a été très difficile d'obtenir cette autorisation. La VDP rappelle aux autorités chargées de mettre en application les lois régissant les prisonniers qu'un détenu a les mêmes droits que ceux des autres hommes, sauf le droit de circuler librement, même si, quelquefois, ces autorités chargées de mettre en application ces lois violent sciemment les droits de certains détenus malades pour des raisons différentes. La VDP fait savoir que la surpopulation carcérale dans les prisons fait que ces détenus malades ne peuvent pas avoir des cellules mises à part pour eux seulement et demande à cet effet que les autorités concernées puissent libérer les détenus souffrant des maladies chroniques, sinon cela peut causer leur mort étant donné que ces lieux de détention ne favorisent pas leur survie. La VDP fait un clin d'œil à tous ceux qui sont chargés de la vie des prisonniers de respecter les lois pour tous les détenus étant donné que c'est une action louable de venir en aide aux prisonniers et que ne pas faire le bien est un péché. gishimwa n'Imana kandi neza ntibora kandi AVDP rimenyesha ko uzi gukora neza ntabikore bice muhindukira icaha. C'était Jean Nayabagabo, président de l'association AVDP. En page sécurité, certains agents de la police nationale sont pointés du doigt dans différents cas de violation des droits de l'homme qui se commettent au Burundi. Accusés d'être responsables de ces cas d'assassinat, ces policiers sont également reprochés d'être impliqués dans différents cas de vol perpétrés à l'endroit de la population. Le point avec Hervé Senio Mungere. L'exemple le plus récent est en date du 23 mai dernier. En cet Jean Dagijiman, centenaire au marché du chef-lieu de la commune Mabaye, en province Chibitoke, a été fusillé par un policier d'Inodarixi. La victime rejoignait son poste de travail. Ce policier avait passé toute la journée à se bagarrer avec déjà des cabarets. À mairie de Bujumbura, un prisonnier de la prison de Mimba, Adino de Sharifou, a été fusillé par un policier.
qui gardait cette prison. Ce prisonnier était accusé de tenter de fuir cette prison. Nos sources à Mimba indiquent que ce prisonnier a été fusillé alors qu'il avait été déjà arrêté. C'était le 11 avril cette année. Toujours à mairie de Bujumbura, en zone Nyakabiga, il s'observe depuis en cet état des actes de vol commis surtout sur l'avenue qui partage Nyakabiga 2 et 3 de la 9e avenue jusqu'à 14e. Selon nos sources à Nyakabiga, des hôtels de séjour se déplacent souvent à bord d'un véhicule type Probox sans plaque d'immatriculation. Ces policiers portent des tenues policières. Nos sources indiquent aussi que l'un des auteurs de ce vol a été déjà identifié par ses victimes. C'est un policier prénommé Atanazi. Les policiers qui persécutent la population, c'est également en commune Kayogoro, province Makamba. Les habitants de la commune Kayogoro se lamentent contre les policiers qui ne respectent pas les points de contrôle comme le veut la loi. Ces habitants disent aussi que ces policiers se déplacent dans d'autres coins pour commettre des vols contre la population. Et ces policiers arrêtent des motards à qui ils exigent des points de vue pour qu'ils laissent continuer les travaux. Merci à toi, Elvis Seigneur Mungere. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Le manque d'équipement et les salaires insuffisants sont entre autres les causes à l'origine du départ des médecins burundais vers l'étranger. Cette insistance de l'analyse du professeur libéral Nivashira Kandi, consécutivement à l'abandon du travail observé ces derniers temps chez certains médecins spécialistes de l'hôpital Roi Khaled qui vont rester ailleurs. Selon le professeur libéral Nivashira Kandi, le départ de ces médecins est dû en grande partie aux mauvaises conditions de vie et de travail. Suivez plutôt professeur libéral Nivashira Kandi. Les causes sont multiples. Premièrement, les médecins qui ont été formés en France, entre autres, dans les différentes disciplines qu'on appelle spécialisation. Malheureusement, les conditions de travail au Burundi, notamment à l'hôpital Roi Khaled, ces conditions se sont fortement détériorées. Vous savez très bien que la science évolue. Il y a de nouvelles techniques, des outils pour examiner les patients selon les disciplines. Malheureusement, au Burundi, il n'y a pas une politique de renouveler les équipements pour que l'État puisse répondre à cette mission première de soigner correctement les citoyens. Donc, les conditions de travail sont dramatiques. Aussi, il y a le salaire qui est aujourd'hui insignifiant dans la mesure où la monnaie burundaise a été fortement dévaluée. Et donc, les médecins n'ont pas les moyens suffisants, non seulement de faire vivre leur famille, mais aussi éduquer leurs enfants dans de meilleures écoles. Vous savez très bien la détérioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. Le secteur de l'éducation est un des secteurs fortement délabré. Or, tout parent, notamment ces intellectuels médecins, la priorité des priorités, c'est vraiment de donner une éducation de qualité à leurs enfants. Donc, certains partent justement pour pouvoir éduquer, enseigner correctement leurs enfants. Naturellement, si on ne sait pas éduquer son enfant, lui donner assez à manger correctement, puisque les conditions de travail sont fortement détériorées, ils ont du mal à faire soigner aussi correctement leurs enfants. Donc, une des raisons pour laquelle ces médecins sont sollicités un peu partout, je donnerai une image d'un joueur de football. Quand il change d'équipe, l'équipe qui le reçoit paie des montants vraiment importants. Mais le Burundi se permet à laisser les intellectuels qu'ils ont formés pendant 20 ans, voire même parfois plus de 20 ans, partir comme si rien n'était. C'est ça qui est déplorable en fait. Libéral Nivashira Kandi indique que le départ de ces médecins engendre des conséquences néfastes pour le pays et demande aux autorités burundaises de prendre des mesures qui s'imposent pour stopper cette fuite de cerveau. Suivez encore une fois professeur Libéral Nivashira Kandi. Il y a quand même des conséquences dramatiques pour le pays. Parce que tout simplement, vous savez très bien que l'hôpital Roi Khaled est rattaché à l'Université du Burundi. Et c'est l'hôpital qui participe dans la formation de futurs médecins. Donc, si ces spécialistes partent, il y a un problème de formation de futurs médecins. Donc, une conséquence pour le Burundi, parce que dans 5, 10 ans, 20 ans, le Burundi, malheureusement, manquera de médecins. Et là, j'en profite pour interpeller les responsables du pays pour qu'ils prennent des mesures pour d'abord stabiliser ceux qui sont sur place et s'il le faut aussi, encourager les autres à rentrer. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est de créer des conditions de travail. C'est notamment d'équiper, de renouveler les équipements pour que justement l'État puisse répondre à cette mission première de soigner correctement les citoyens. Deuxièmement, il faut motiver, c'est-à-dire tenir compte du coût de la vie et leur donner un salaire consistant pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants, les faire soigner aussi, les éduquer. Et troisièmement, c'est améliorer la qualité de l'enseignement au Burundi, puisque certains médecins
médecins partent notamment pour aller chercher un pays dans lequel leurs enfants pourront s'épanouir. La relance de l'économie pour que l'État puisse financer les équipements des hôpitaux. Il y a une série de mesures qui demandent beaucoup de moyens et pour que le Burundi puisse avoir ces moyens, c'est une question politique. En peu de mots, ce qu'il faudrait faire, c'est un dialogue entre Burundais pour que la confiance revienne, pour que la paix et la sécurité soient restaurées sur tout le territoire national, ce qui permettrait justement à encourager tous les intellectuels burundais, y compris les médecins, qui ont fui le pays suite à l'insécurité, aux conditions de vie qui sont fortement détériorées. Je parle ici de la crise économique. Dans nos reportages précédents, nous vous avons parlé des circonstances dans lesquelles l'hôpital Kira a été créé, ainsi que des tentatives de certaines autorités qui voulaient s'en accaparer. D'où la nomination de l'ancien président de la Cour constitutionnelle à la tête de la Sokabu, un des actionnaires para-étatiques qui détient plus d'actions dans cet hôpital. Aujourd'hui, nous allons vous parler des magouilles et astuces utilisées par Charles Ndagijimana pour évincer les actionnaires majoritaires de cet établissement sanitaire. Le point avec Josiane Mouzanez. Après le refus d'inclure les représentants du gouvernement dans les instances de gestion de l'hôpital Kira, le ministre Tadei Ndikumana a fait convoquer une réunion qui avait pour but d'imposer qu'il y ait des changements au sein même des statuts qui régissent l'hôpital Kira. C'est ainsi que lors d'une réunion du conseil d'administration, il a été soulevé la question de savoir si l'hôpital ne pouvait pas être dirigé comme une société mixte. Ici, cela voudrait dire que si la proposition était acceptée telle qu'elle, l'hôpital Kira allait devenir une société créée par l'État et ouverte au privé pour investir, ce qui signifierait que l'État garderait automatiquement la mainmise sur les postes clés, c'est-à-dire le poste d'administrateur, celui de directeur général, ainsi que d'autres. Une question qui a suscité moult remous, ce qui a nécessité de faire recours au juridique. Et selon nos sources, la conclusion de l'avocat sollicité fut que l'hôpital Kira ne pouvait en aucun cas être considéré comme une société mixte, vu que l'État n'en était pas l'initiateur. Ici, l'expert en droit a souligné que Kira était une société anonyme par excellence, vu que l'initiative de fondation est absolument privée et que les différentes sociétés étatiques et para-étatiques n'ont pas injecté les fonds par le biais du ministère des Finances ou celui de la Banque centrale, mais ont plutôt investi en tant que privés. Cela s'est passé en 2018 et les choses se sont un peu calmées jusqu'en 2020 avec l'avènement du pouvoir d'Aïchimiye. Ce dernier, selon les dires de certains actionnaires para-étatiques, au lieu de s'enquérir de la situation et d'essayer de comprendre le nœud du problème, s'est empressé de remercier l'administrateur directeur général de la société Sokabu, Madame Trinitas Gilukushaka, l'accusant d'avoir échoué à défendre les biens de l'État. Comme remplaçant, le président Évariste Ndayishimiye nommera Charles Ndagijimana, qui occupait jusque-là le poste de président de la Cour constitutionnelle. Mais ce dernier ne pourra participer aux réunions du conseil d'administration de Kira qu'en 2021, plus précisément le 19 février, cela du simple fait qu'au cours de l'année 2020, les membres de ce conseil n'ont pas pu se réunir suite à la pandémie de Covid-19 qui sévissait. Dès sa première participation, Charles Ndagijimana n'a pas hésité à montrer qu'il était là pour faire aboutir coûte que coûte les désirs du gouvernement, à savoir assurer la gestion de l'hôpital Kira. En effet, selon les témoignages recueillis auprès de certains actionnaires privés, Charles Ndagijimana est allé droit au but dès sa première intervention en tant que vice-président du conseil d'administration. Selon ses sources, ce dernier a dit, je cite, « Nous sommes malades plus que les patients qui sont traités dans notre hôpital, car il est incompréhensible qu'un hôpital d'une telle envergure soit encore en main des particuliers. » Fin de citation. Après cette intervention, il a été signifié à l'administrateur directeur général de la Sokabu que son souhait ne pouvait en aucun cas être exaucé et ce dernier a exigé que la séance soit reportée jusqu'à ce qu'on lui fournisse tous les rapports justifiant les entrées et les sorties de fonds depuis la création de l'hôpital. Un commissaire aux comptes fut désigné pour vérifier toute la comptabilité afin de fournir un rapport final. Mais son travail ne sera pas de tout repos vu que le vice-président du conseil d'administration à la personne de Charles Ndagijimana n'a cessé de lui mettre la pression exigeant d'être informé en temps réel sur l'évolution de cet audit, ce que l'expert ne lui a pas permis, vu que seul le directeur général de l'hôpital Kira était habilité à recevoir ces informations, étant donné qu'il revenait à lui d'en remettre le rapport au conseil d'administration
qu'il avait mandaté. Sa tentative ayant échoué, il a alors essayé de convaincre les actionnaires majoritaires, à savoir Swissmed, pour qu'ils lui cèdent la présidence du dit conseil. Cela s'est passé au mois de novembre, lors d'une réunion qui s'est tenue à l'hôtel Le Belvédère. Dossier à suivre. Merci à toi aussi, Josiane Mouzanez. Les réfugiés burundais se trouvant dans différents camps en Tanzanie indiquent que la décision du gouvernement du Burundi de s'approprier de toutes les propriétés des particuliers non exploités ne vise qu'à confisquer celles des Burundais en exil. Ces réfugiés signalent en effet que le gouvernement n'a rien appris des erreurs du passé car de telles décisions n'ont rien apporté qu'asseoir les litiges interminables entre les familles qui sont restées au pays et les rapatriés, et demandent que cette décision cesse d'être appliquée. Suivez certains réfugiés qui se sont entretenus avec la RPA. Une parcelle appartenant à une personne en cavale est une parcelle qui n'est pas exploitée, bien sûr. Ces terres sont vides et le plus souvent sont caractérisées par les buissons. C'est donc une stratégie qu'a adoptée le gouvernement pour exproprier les Burundais qui sont en exil. Tu ne trouveras jamais les terres des personnes qui sont dans le pays mais qui sont vides ou dans lesquelles les propriétaires n'y pratiquent pas des projets. C'est juste qu'on veut spolier les réfugiés car l'État ne manque pas de terres pour pratiquer ses travaux de développement. Nous vivons déjà dans la peur. C'est d'ailleurs pourquoi augmenter les frais donnés aux personnes qui acceptent d'être repatriées ne contribue à rien. Certains d'entre nous n'ont plus de terre, par conséquent, ils n'ont plus où aller. Ils ne pourraient jamais accepter d'être repatriés, même moyennant 1 million de francs, à cause de ces décisions d'expropriation illégale. Nous voudrions demander que ces décisions ne soient mises en exécution. Par contre, que les terres ou autres biens des personnes en cavale soient protégés par le gouvernement pour empêcher que les biens des personnes en exil ne soient dilapidés. Ceci se répète d'ailleurs depuis 1972, car le gouvernement d'alors s'en est pris aux terres et parcelles des personnes qui ont fui la crise pour les donner aux autres. Ceci a fait d'ailleurs que jusqu'aujourd'hui, les litiges entre les repatriés et les personnes à qui on a donné ces terres soient interminables. D'où d'ailleurs la venue de la Commission nationale Terres et autres biens. Dernière nouvelle de cette édition, plus de 2 300 000 Burundais sont dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë depuis avril dernier et la situation pourrait aller jusqu'en septembre cette année. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire IPC. Parmi les causes de cette insécurité alimentaire aiguë, l'IPC cite entre autres la faible performance de la première saison culturale A 2023 à la suite d'une mauvaise répartition spatio-temporaire des pluies, le faible accès aux intrants agricoles et la perturbation de l'approvisionnement en carburant. Le détail avec Eric Nyonzima. La période d'analyse d'avril à mai 2023 a coïncidé avec la petite période de soudure marquée par une diminution des disponibilités des ressources alimentaires aussi bien dans les ménages que sur les marchés avec une tendance à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Selon l'analyse IPC de l'insécurité alimentaire aiguë, dans son rapport publié le 31 mai cette année, pour cette période d'1,32 million de personnes, soit 19% de la population totale analysée, faisaient face à une insécurité alimentaire aiguë élevée, étant classifiée en phase 3 ou plus de l'IPC. Parmi ces personnes, environ 105 000 étaient classées en phase 4 de l'IPC, une situation d'urgence. Ce groupe constitue 1% de la population analysée et environ 2,22 millions de personnes, soit 18% de la population analysée, sont classées en phase 3 de l'IPC. Ces personnes sont dans la crise. Durant la période projetée de juin à septembre 2023, qui coïncidera avec la période de récolte de la plus grande saison culturale B, indique l'analyse de l'IPC, la population en insécurité alimentaire phase de l'IPC 3 ou plus diminuerait de plus de moitié, passant de 2,32 millions de personnes à 1,16 millions de personnes, essentiellement en situation de crise, phase 3 de l'IPC. Les personnes en situation de crise, précise l'analyse de l'IPC, sont surtout les ménages en situation de déplacement, les ménages les plus affectés par les aléas climatiques, la pression inflationniste,
sur le marché, l'impact de la crise russo-ukrainienne, etc., et qui aujourd'hui ont un accès alimentaire fortement limité. Parmi les causes répertoriées par l'analyse de l'IPC, il y a la faible performance de la première saison qui ira 2023 à la suite d'une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies, de faible accès aux intrants agricoles, les déplacements de personnes, les effets de la crise russo-ukrainienne, surtout sur le marché, une situation qui conduit à un renchérissement des produits importés, perturbation de l'approvisionnement en carburant, renchérissement des matières premières importées, perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Et ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon début de week-end à tous.